Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez maintenant en direct de la Cité des Sciences et de l'Industrie pour la 7e édition de la Maker Faire Paris que l'on vit depuis samedi midi en direct sur le site internet de la Maker Faire Paris. On est très heureux de vous retrouver pour cette émission toute particulière maintenant puisque on va forcément s'intéresser au fait de pouvoir faire à côté de chez soi parce que se pose quand même une certaine problématique lorsque l'on parle de Maker Faire, le fait de devoir créer, le fait de devoir essayer de faire des choses, c'est que je suis persuadé qu'il y a beaucoup de gens, moi le premier d'ailleurs, qui sommes très intéressés pour essayer de faire du bricolage, du bidouillage, essayons de créer un petit peu des choses, sauf que le souci, c'est qu'on est quand même nombreux, moi le premier, à vivre dans des petits appartements et je ne vous le cache pas que, d'ailleurs Miguel à côté de moi en est parfaitement conscient, la scie sauteuse et la scie circulaire, on a essayé, la scie à ruban. Et on a essayé de te livrer le fameux spa qu'on a évoqué hier dans la Maker Faire. Ça ne rentrait pas chez toi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, soit, à mon avis, tu te prends une clé de bras par tes voisins, soit par madame, soit par les deux. C'est vrai que la question se pose, c'est où et avec qui ? Parce que souvent, on n'a pas envie d'être tout seul. C'est ça. Et puis en plus de ça, c'est bête, mais le fait de faire, l'air de rien, ça peut être très économique, mais ça peut être également un véritable gouffre financier quand on n'a pas du tout d'outils. Et du coup, dans ces cas-là, heureusement, il y a tous mes invités autour de moi, autour de ce plateau, et je vais vous présenter peut-être des choses dont vous n'avez pas forcément beaucoup entendu parler. Il s'agit des Fab Labs, des tiers-lieux numériques. Vous allez voir qu'il y a différents noms, et on va justement en parler avec mes invités, à commencer par Yolène. Bonjour Yolène. Bonjour. Alors, vous représentez, on va peut-être plutôt se tutoyer, ce sera même beaucoup plus simple, tu représentes donc France Tiers-Lieux. Exactement. Alors, je parlais justement des Fab Labs, je parlais d'autres solutions. Et là, il existe également des tiers-lieux. On va commencer peut-être par là. C'est encore un petit peu autre chose. Comment on pourrait, en 2 mots, définir ce qu'est un tiers-lieu ? Alors, on va dire que c'est à peu près le mot le plus générique possible qui va englober effectivement tout ce que vous disiez, tout ce que tu disais. Fab Lab, Makerspace, Hackerspace. Mais au-delà, en fait, dans les tiers-lieux, on a aussi tout ce qui est espace de travail partagé, friche culturelle. Voilà, donc c'est le mot le plus large qui définit en fait ce 3e lieu qui n'est ni là où on habite ni là où on travaille, mais un lieu où en fait on se retrouve pour faire ensemble. Donc c'est des lieux de partage. On partage des activités, justement, qu'elles soient de fabrication, de numérique, culturelle, ou même un café. Aussi. On partage des locaux. Ça peut être même un café associatif qui peut devenir un tiers-lieu. En tout cas, c'est un espace, effectivement. On partage un espace, on partage des activités et on fait ensemble. Et à l'origine d'un tiers-lieu, il y a un collectif de gens, d'habitants, de makers, qui se réunissent pour faire des choses ensemble dans un même endroit. Et donc, il y a autant de définitions de tiers-lieux que de tiers-lieux, puisqu'en fait, chaque tiers-lieu est différent en fonction des gens qui y vont et qui font des activités. Et on en compte à peu près 2500 en France en 2021. 2500 en France ? C'est quand même assez colossal, je veux dire pour des choses qui ne sont pas forcément connues de tous. Peut-être beaucoup de gens qui nous regardent n'ont pas forcément entendu parler de ce genre de lieu. Il y en a plus de 2500 déjà un petit peu partout. C'est ça. En ville, village, mais aussi métropole, c'est assez disparate. Tout à fait. On en a même maintenant, notre dernier recensement nous fait dire qu'il y en a plus en dehors des grandes métropoles que dans les grandes métropoles, ce qui n'était peut-être pas forcément le cas quand on a commencé à travailler sur ce sujet au sein de France Tiers-Lieux. Mais je pense qu'en fait, chacun a un tiers-lieu proche de chez soi, mais ne le sait pas forcément, parce que on parle tiers-lieu, c'est un mot un peu concept, mais je pense qu'il y a plein de lieux à côté de chez soi qui sont des tiers-lieux et que et donc toi, tu représentes France Tiers-Lieux. Est-ce que ça veut dire que tu essayes de fédérer un petit peu tous ces tiers-lieux de manière un petit peu commune pour essayer justement de se donner de la force, de la mutualisation, ce genre de choses-là ? C'est l'objectif effectivement de France Tiers-Lieux. Donc c'est une association nationale qui regroupe justement tous les acteurs des tiers-lieux, tous les mouvements autour des tiers-lieux. Donc on en a d'ailleurs ici présents qui sont membres de France Tiers-Lieux. Notre objectif, c'est de créer du commun parmi tous ces acteurs. Donc effectivement, de mutualiser des actions, des projets. Et puis nous, on est en lien fortement avec les institutions, l'État notamment, les ministères,
Donc on développe aussi, on aide à développer des politiques publiques qui vont permettre de soutenir la structuration et la pérennisation de ces lieux. Donc on travaille sur des sujets un peu techniques aussi, sur la maîtrise foncière, les sujets juridiques, qui vont servir aux porteurs de projets à assurer leur assise dans les territoires. Et est-ce que ça veut dire que pour les gens qui nous regardent, justement, est-ce qu'en allant sur France Tiers-Lieux, on a une sorte d'annuaire aussi de tous les tiers-lieux à côté de chez soi, en rentrant par exemple sa géolocalisation ou son code postal ou quelque chose comme ça ? Parfaite introduction. Effectivement, on a une cartographie sur le site de France Tiers-Lieux, qui est une cartographie d'ailleurs ouverte. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a à peu près plus de 2000 points qui sont des tiers-lieux. Mais tous les porteurs de projets aussi sont invités à référencer leurs lieux au fur et à mesure que ce mouvement se développe. Et donc, chaque lieu aussi peut y ajouter ses activités et ce qu'on y fait. Donc, effectivement, sur la carto, on peut trouver le lieu proche de chez soi et trouver l'activité qui lui correspond. Eh bien, justement, on va faire comme si on était en train de faire une recherche. Paf, on tombe sur un tiers-lieu qui est référencé sur France Tiers-Lieux. Il s'agit de l'Ermitage avec Jean qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Jean. Bonjour. Donc tu représentes le tiers-lieu, c'est comme ça que ça s'appelle de ton côté ? Oui. Le tiers-lieu, on assume l'Ermitage. complètement ce terme et on le promeut également. Oui, les tiers-lieux, ça correspond bien à ce qu'on est. Et alors justement, quelle définition, vu qu'il visiblement il y a autant de définitions qu'il n'y a de tiers-lieux, quelle serait ta définition de l'Ermitage ? Alors l'Ermitage, c'est d'abord un lieu, c'est un ancien domaine de 30 hectares entre Compiègne et Soissons, à côté de Vic-sur-Aisne. C'est un collectif qui s'est pris d'amour pour ce lieu et qui l'a racheté. Et c'est une démarche aussi, qui est celle de faire dans ce lieu un démonstrateur de transition, un lieu de remobilisation citoyenne en ruralité, un lieu d'innovation, un lieu d'accueil, et tout ça dans ce magnifique foncier. Et on a effectivement un Fab Lab qui est en train d'émerger dans le lieu. Alors, on est en train d'en voir justement quelques images d'illustration. J'ai l'impression qu'on y trouve un petit peu de tout, puisque vous y faites également donc, de la culture aussi. Vous faites des produits maraîchers, il y a absolument de tout en fait là-dedans. On a un petit peu l'impression qu'en réalité, c'est une sorte d'incubateur pour une vie alternative, vivre autrement. Oui, c'est une belle définition. L'Ermitage, il y avait 2 hectares de terre maraîchère, donc on l'a remise en culture. Là, par exemple, à l'écran, on a vu un truc qui est assez exceptionnel. C'était une sorte de hackathon sur un week-end pour des développeurs du monde du radioamateurisme. On a également cette micro-ferme de 2 hectares qui est en circuit court, qui permet aux gens d'aller chercher leur panier toutes les semaines. Et on a un café également, un café-cantine. Donc en fait, c'est une sorte de lieu d'utopie concrète où on peut se retrouver et reconstruire le monde qu'on veut pour le 21e siècle. Et alors, comment ça se passe ? Est-ce que les gens doivent être... ça forme une sorte d'association, ils doivent être adhérents, n'importe qui peut y passer. C'est une sorte de point de chute après le boulot, et entre le boulot et le week-end, un truc comme ça ? Alors, il y a un peu de tout, c'est-à-dire que vous avez des entreprises. Là, vous avez une brasserie artisanale qui est une PME. Vous avez une association d'intérêt. Écoute, sois attentif un peu quand ça m'intéresse la brasserie. Mais oui, je sais. C'est une petite brasserie qui est quand même un actif important pour nous. Hein. C'est clair que ça plaît à tout le monde, la brasserie. Il y a un café où on peut rentrer n'importe quand. Il y en a une licence 4. On a une licence 4 et ça, on en est très fiers parce qu'en milieu rural, il y a de moins en moins de café. Là, c'est une... Donc, je rappelle, pour les personnes qui ne savent pas, c'est en gros une autorisation par l'État de pouvoir vendre de l'alcool. Tout à fait. Voilà. Ouais. Il y a également une société d'aquaponie. Donc ça, c'est des artisans qui fabriquent des systèmes d'aquaponie. L'aquaponie, c'est un truc qui plaît beaucoup aux makers. C'est pas de la baignade avec son poney. Hein. non, mais c'est important. C'est pour préciser. Qui est ton activité préférée ? Ouais, exactement. Il y a une question sur le chat pour Jean. Comment on fait si on veut rejoindre l'Ermitage ? Là, vous pouvez venir. Il y a les horaires d'ouverture du café. Le Fab Lab est en train d'émerger. Donc, vous pouvez passer nous voir. C'est en proximité. C'est assez simple. C'est à Autrèche. C'est un petit village de l'Oise. Et on peut aussi accueillir sur des temps un peu plus longs pour les gens qui veulent venir en séjour, parce qu'on a une petite société d'hôtellerie. Enfin, c'est un lieu qui a une approche assez éclectique de l'accueil. Bon, en fait, la prochaine fois que je serai amené à vous présenter, est-ce qu'on pourrait juste noter dans mes fiches qu'est-ce que l'Ermitage ne fait pas ? Ça sera plus rapide, je pense. C'est clair. Il y a le bed and breakfast. Ça donne envie, en tout cas. C'est dingue, c'est incroyable. Et c'est vrai que c'est ce qui transpire, en plus de la petite vidéo qu'on a vue en boucle jusqu'à présent, c'est qu'il y a une sorte d'utopie de se dire on peut faire autrement, plus tranquillement, plus sereinement, à une échelle de temps différente. Parce que c'est vrai qu'on a l'impression que nos sociétés actuelles sont tumultueuses, toujours dans l'urgence, j'ai pas le temps, faut qu'on se dépêche, etc. Alors que là, finalement, j'ai l'impression que vous vous réappropriez justement cette notion de temps.
Oui, je pourrais dire les choses comme ça. Après, ce qui est compliqué quand vous lancez un truc comme ça, c'est qu'on a la période de lancement où là, c'est un peu chaud. Mais là, on commence à prendre un peu plus de temps. Là. Et je fais un clin d'œil à Déborah qui parlera un peu du podcast qu'elle a fait sur les lieux, où elle est venue nous voir pendant un événement assez intensif cet été. On a accueilli les citoyens de la Convention citoyenne. Là, c'était l'effervescence. Mais oui, là, on est en hiver en ce moment. On prend beaucoup plus le temps. On se fait des apéros au coin du poêle. Enfin, c'est la campagne, quoi. C'est génial, en tout cas ça donne véritablement envie. Notez bien le nom, ça s'appelle l'Ermitage. Mais, encore une fois, l'un des noms qu'il faut surtout noter, c'est donc France Tiers-Lieux pour pouvoir justement trouver peut-être son ermitage à côté de chez soi, finalement, pour voir qu'il y a ce genre d'initiative un petit peu partout, plusieurs centaines, plusieurs milliers. Peut-être pas à la même échelle, peut-être pas dans les mêmes dimensions, mais en tout cas avec, j'imagine, la même motivation et la même énergie qui sont mises à l'intérieur. Il y a Sébastien qui, sur le chat, nous dit précurseur du monde de demain. Je trouve ça hyper intéressant. C'est très beau en plus, c'est très, très joliment dit. On le souhaite en tout cas et c'est pour ça qu'on pousse ce genre d'initiative également à la Maker Faire parce que oui, effectivement, on n'est pas obligé de tomber exclusivement dans une société capitaliste et ultra-consumériste dans laquelle on est en ce moment et qui en plus porte ses limites. On le voit bien avec le Covid et la crise des pénuries, la crise de pénurie des composants qu'on voit un petit peu partout, etc. On voit bien c'est même pas... c'est qu'il se doit de s'inventer un monde alternatif. On parlait également que dans l'Ermitage, il y avait un Fab Lab. La transition est toute trouvée pour accueillir non pas mes deux autres invités à côté de moi. Antoine et Charline, bonjour Antoine. Salut. Bonjour Charline. Alors, respectivement, vous êtes donc président du réseau français des Fab Labs. Yes, exactement. Je suis un membre plutôt. Et... donc Charline qui elle est Fab Manager donc véritablement au quotidien dans un Fab Lab, on y reviendra dans quelques instants. Qu'est-ce que c'est que le RFF finalement, le réseau français des Fab Labs? Alors le RFF Lab, c'est un réseau qui va regrouper les Fab Labs, les espaces de fabrication partagés pour faire ensemble et surtout pour apprendre à faire ensemble. On va mutualiser des savoir-faire, des compétences pour faire ce qu'on sait le mieux faire, fabriquer aujourd'hui et demain. Alors, sans forcément vouloir galvauder ou faire une analogie ou quoi que ce soit, mais est-ce que finalement, le réseau français des Fab Labs est, on va dire, le pendant peut-être vraiment totalement dédié au Fab Lab de ce que propose dans un certain sens le réseau des France Tiers-Lieux? Alors, dans un sens, c'est ce qu'on pourrait croire, mais en fait, on fait partie de France Tiers-Lieux. C'est juste une échelle plus haute où on va essayer de partager autrement avec d'autres types de tiers-lieux qui vont avoir la même force que nous. Ça veut dire faire ensemble dans un espace, dans un territoire. Une spécificité, en tout cas, d'être Fab Lab. Alors, est-ce que également, on pourrait peut-être redéfinir déjà à la base comment on pourrait présenter aux personnes qui n'y connaissent rien ce qu'est un Fab Lab? Parce que j'ai l'impression que c'est encore un mot tiroir dans lequel on peut y glisser pas mal de définitions à l'intérieur. Alors c'est assez difficile parce que le Fab Lab, c'est quand même répondre à une charte. Une charte qui a été créée dans les années 90 par Neil Gershenfeld, qui était professeur au MIT, et qui a créé ce concept-là, qui est un espace ouvert où on va retrouver des machines-outils pour presque tout fabriquer. Ça, c'est la première des définitions. Et donc, pour être Fab Lab, il faut accepter de rejoindre cette charte et de l'appliquer. Et donc, c'est pour ça que de plus en plus, il y a aussi d'autres mots comme makerspace, comme espace du fer, espace de fabrication partagée, AFN. Il y a plein de mots. Mais l'essentiel dedans, c'est qu'on peut presque tout fabriquer tant qu'on le fait par soi-même et avec les autres. Oui, parce que c'est peut-être ça aussi la force des Fab Labs. C'est le fait de pouvoir contacter donc, des lieux qui sont équipés en outils. Donc ça, c'est quand même déjà un énorme avantage. Quand je disais lorsqu'on habite en appartement, on ne peut pas faire ce que l'on veut en matière de bricolage. On n'a pas tous un sous-sol, une cave ou un truc comme ça. Et quand bien même, ce n'est pas forcément l'endroit le plus indiqué pour pouvoir le faire en appartement et en vie en communauté. Et donc là, dans ces cas-là, donc, il y a vraiment un lieu qui est dédié. On peut faire de la poussière, de la sciure de bois, etc. C'est absolument extraordinaire. Et surtout, c'est qu'on va avoir des gens qui vont pouvoir nous aider, nous guider, nous épauler pour se dire que on n'est pas seul face au vide quand on n'y connaît pas trop grand-chose. C'est exactement ça. D'abord, la première chose, c'est qu'on va rejoindre un lieu. Donc déjà, on va se sentir bien. On va arriver quelque part où on va pouvoir être accueilli. En deuxième, on va avoir plein de machines, d'outils, que ce soit de la fabrication numérique, de la fabrication artisanale. On va pouvoir mutualiser ces machines. Et ensuite, et ce qui est le plus important, c'est la communauté. Et là, dès que je vais avoir une question, dès que je vais vouloir faire un objet, il y a des gens qui vont venir m'épauler, qui soit travaillent dans le lieu, soit font partie pour le loisir ou pour le travail de ce lieu-là. Et c'est ce qu'on va pouvoir faire. Et dernier point, c'est qu'on va être connecté
avec le reste du monde, où on va partager des fichiers pour faire de la fabrication qu'on dit distribuée. Alors, pareil sur Réseau français des Fab Labs, possible d'aller sur le site internet et d'aller trouver le Fab Lab juste à côté de chez soi, j'imagine. Il y a un annuaire qui est présent. Alors bientôt, mais pour le moment, on va sur Makery, qui est un média consacré aux Fab Labs et aux makers. Et il suffit d'aller dessus, c'est la carte des labs. On y retrouve la plupart des lieux. Et sinon, il faut aller chez France Tiers-Lieux. On a référencé une grande partie de nos labs. Donc il faut y aller et il faut venir fabriquer. Et alors justement, lorsqu'on se tourne sur cette carte, on peut notamment tomber sur le Fab Lab du Carrefour numérique. Et Charline est justement présente pour nous en parler. Charline, tu es donc Fab Manager. C'est donc ce que l'on pourrait appeler responsable d'un Fab Lab, en fait, communément. Exactement, effectivement. Le Fab Manager, c'est le visage du Fab Lab. C'est lui qui va incarner, entre guillemets, le Fab Lab et sa volonté d'être. Ouais, je parle pas assez fort, pardon. Ouais, non, c'est pour donner du coffre, tu vois. Plus on met le Excusez-moi. micro près et plus ça parle fort, c'est absolument génial, c'est magique. Où se situe donc ce Fab Lab Carrefour du numérique, parce qu'on ne l'a pas situé géographiquement? Il est au sein de la Cité des Sciences. Il est au niveau -1, Mhm. en face de la bibliothèque. Donc, du coup, on y accède juste en rentrant dans l'établissement. Pas besoin de prendre de ticket. Et c'est On là descend. qu'ont lieu les ateliers de la Maker Faire Paris pendant tout le week-end. C'est là où justement, comme tu le disais Fabrice tout à l'heure, tous les outils sont à disposition pour faire et fabriquer quelque chose, comme en ce moment l'atelier de la machine à barbe à papa qui est fait au Carrefour numérique sur la chaîne Atelier. Si vous voulez aller voir iAxe, vous pouvez, sinon vous restez avec nous bien sûr. Je te rappelle qu'il est 14h52 et Ouais, tu c'est n'as plus que 8 minutes pour aller me C'est chercher ça. de la barbe à papa. C'est hein. exactement Je ça. veux tester la barbe à papa à la perceuse et à la découpeuse laine. Après, ça sera la lampe nomade en catégorie DIY, toujours dans ce Fab Lab de la Cité des Sciences, le Carrefour numérique qui nous accueille. Alors j'aime bien justement ce terme de carrefour numérique parce que en plus c'est drôle, on en avait parlé hors antenne. Ce que j'avais beaucoup apprécié dans l'atmosphère qu'il y avait dans ce lieu, c'est qu'on se trouvait finalement à mi-chemin entre l'atelier un petit peu cracra, le Fab Lab très clean, l'atelier de bricolage. Vraiment, c'est à la croisée des mondes, à la croisée des chemins. On y trouve un petit peu tout à l'intérieur en matière d'outillage et du coup de possibilités en réalité. Oui, exactement. Enfin, là, c'est un très bon résumé. Donc, par contre, je voudrais Il dire est bon, plus hein. sur la barbe à papa, parce que moi, ça fait 2 jours qu'on m'a mis au chômage dans le Fab Lab. Pourquoi ? Parce que du coup, vous avez pris l'espace pour accueillir tout le monde. Donc sous-entendu, elle en veut Donc, aussi. maintenant, je veux bien une récompense. Mais non, c'est du repos qu'on vous a offert, Charline. C'est pas Oui, mais du repos avec de la barbe à papa, c'est mieux. Ah, j'avais pas compris le message. Ah oui. Eh. Après l'émission, vous irez avec Fabrice en déguster parce que lui aussi il est friand. Ouais, c'est ça. Comment ça se passe pour les gens? Donc, ils peuvent venir directement à la Cité des Sciences et de l'Industrie, se présenter directement au Fab Lab. Il faut avoir un projet en tête. Comment ça se passe, par exemple? Je sais pas, j'ai envie de créer de toutes pièces un petit robot comme on a là, un petit Meki. On va être donc piloté vers un ordinateur, faire de la conception 3D et puis après mettre à disposition les différents outils pour le faire. Alors oui, alors exactement. En fait, si on repart du début, du coup, moi, mon rôle, ça va être un rôle d'interface. Donc, du coup, je vais devoir vous orienter vers... Et parler de projet, c'est un peu aller vite en besogne, parce qu'on n'a pas besoin forcément d'un projet pour venir dans un Fab Lab. On peut juste être curieux et avoir envie de découvrir les machines. Donc, il va y avoir déjà une première étape d'apprentissage des machines. Donc, le premier rôle d'un Fab Manager, c'est vraiment d'orienter vers quelles sont les volontés du public et d'expliquer comment fonctionnent les machines pour qu'il puisse s'en servir par lui-même, quelque part un peu aussi s'émanciper via cette machine et via cet apprentissage, et du coup réaliser tout ce qui va en avoir envie, pour ses besoins personnels ou professionnels, ou juste de loisirs. Et concrètement, comment ça se passe? En fait, vous venez une première fois, on visite le lab ensemble, après vous revenez vous former à la machine, ou pas. Il y a des machines qui ne nécessitent pas de formation, juste une simple explication assez rapide, et après on est ouvert les après-midi. Et pendant ces heures d'après-midi, vous fabriquez les choses sous mon regard bienveillant. Est-ce que, on va prendre ton exemple, Charline, est-ce que tu vois émerger quand même des demandes plus récurrentes que d'autres dans ton Fab Lab? Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup d'étudiants qui viennent quand même finir leur projet, des étudiants en tout genre, des étudiants en architecture, en design. Même en ce moment, on a beaucoup de chimistes qui viennent pour faire pas forcément de la chimie, mais pour s'orienter. Après, on a aussi... c'est vraiment une rencontre de plus... Des fois, on me demande la moyenne d'âge. Et la moyenne d'âge, on a beaucoup d'étudiants, donc une moyenne d'âge très jeune, des 20 ans. On a aussi beaucoup de retraités. Donc là, on Qui vont avoir arrive un peu tout de suite plus dans de temps les libre. Texas et 60.
60-70 ans. Donc, du coup, la moyenne d'âge serait les quarantenaires, mais les quarantenaires ne sont pas... Ils ne sont pas forcément ceux qui viennent le plus. Non. Je me posais la question, peut-être, est-ce que vous avez ressenti, peut-être chacun autour de cette table, comment dirais-je, un mouvement, une envie de faire soi-même, c'est sûr, mais j'avais pensé également à le fait de réparer les objets aussi. Dans vos Fab Labs, le fait de vous contacter pour tiens, j'ai un objet, j'ai une patte qui s'est cassée, l'objet fonctionne mais je peux plus le faire tenir, je sais pas quoi. Oui, exactement. Alors, nous, on a des moments Repair Café les mardis soirs, mais c'est des Repair Café où on va montrer aux gens comment ils peuvent réparer par eux-mêmes. Et souvent, des gens arrivent en disant « Oui, on m'a dit que dans un Fab Lab, là, j'ai mon bouton qui est cassé, vous pouvez me le réparer ?» Et nous, on va générer de la frustration parce qu'on va faire une démarche de rétropédalage. On va dire « Oui, on peut le réparer. » Mais on va vous apprendre. Pouvez réparer. Mais c'est vous qui allez le réparer. Par contre, on ne va pas le faire pour vous. Ça va prendre plus de temps. Mais par vous saurez contre, le faire. Et puis vous aurez appris quelque chose et puis vous serez fiers de vous. Pareil de votre côté Ouais, donc moi je viens de Toulouse, Ouais. super ville. Et là, par exemple, actuellement, il y a ce qu'on appelle le Fab City Challenge. C'est la première fois, il y a 12 lieux qui ont travaillé ensemble pendant une semaine et avec leur communauté pour réparer ou réemployer des objets. Et je vais donner juste un exemple, c'est la Forêt électrique, qui est un tiers-lieu culturel et un tiers-lieu maker qui ont récupéré des têtes de lit usagées. On ne pouvait plus rien en faire niveau bois. Et pour un de leurs films, ils en ont fait des ailes de bois. Donc à la fois un objet utile, mais surtout poétique. Et c'est ça qu'on peut faire, on peut réparer ou transformer. Et enfin, pareil, du côté de votre tiers-lieu aussi, est-ce qu'il y a une sorte de volonté, vous le voyez, auprès des utilisateurs Oui, on voit émerger un questionnement sur l'électroménager. En fait, les gens commencent à venir sur des pièces de lave-vaisselle, sur des pièces de toutes sortes d'objets qui occupent le quotidien, et puis sur l'informatique aussi. Sur nous, on commence à avoir un atelier on forme des jeunes décrochés scolaires à l'installation, réparation, dépannage informatique. Ça, c'est vachement bien. Et les gens commencent à venir vraiment sur du matériel. Enfin, la grosse rupture, ça va être très certainement le fait de plus acheter neuf. Je crois que les gens voudront plus acheter neuf pour des raisons environnementales. Et du coup, ils veulent tirer le plus longtemps possible leurs équipements, et puis aussi les questions économiques. Ouais. Parce que finalement, une machine à 200 €... Est-ce qu'on en a besoin en réalité ? Pour beaucoup, c'est vrai que c'est des questions qui peuvent se poser. En tout cas, c'est absolument passionnant. Je rappelle d'une manière générale les sites internet qu'il faut consulter pour pouvoir retrouver tout un tas d'informations. Le plus simple, France Tiers Lieu, le site internet pour vous retrouver avec un micro. Hop là, francetierlieu.fr. Voilà. En même temps, pourquoi chercher difficile quand on peut faire très simple ? France Tiers Lieu au pluriel. Vous allez retrouver ça sur Internet et après, à l'intérieur, vous allez avoir un moteur de recherche pour justement trouver des pôles d'activité qui seront juste à côté de chez vous. J'ai failli oublier Déborah, effectivement. Mais non, c'est la reine du podcast. Mais tu oui, peux pas parce l'oublier. Parce que effectivement, je suis passé de Charline à Antoine, effectivement, et on est passé par-dessus Déborah, et je m'en excuse. Déborah, donc tu animes le podcast qui s'appelle Tas de Beaulieu. Exactement. Est-ce que tu peux nous en parler ? Donc, je suis coproductrice et cofondatrice avec Anaïs Gruson de ce podcast qui s'appelle Tas de Beaulieu. Ouais. Et on s'est lancé un défi il y a 1 an qui était un défi personnel à la base, et on s'est dit on a envie de partir à la découverte de ces lieux-là parce que c'est des lieux qui, pour nous, réinventent le monde, et avec nos croyances de vouloir le changer, de vouloir avoir un monde plus juste, plus durable, plus social aussi, plus ensemble. On s'est dit, il n'y a rien de mieux que d'aller rencontrer ces lieux-là, que d'aller passer du temps avec eux, parce que, comme le disait Yolène, il y a énormément de définitions, c'est très compliqué de dire ce que c'est un tu fais tiers-lieu. vivre au plus près, finalement, l'atmosphère, l'ambiance qu'il y a là-bas sur place. Exactement. Ce sont des podcasts courts, c'est des podcasts au long terme, au long cours, je veux dire. Alors, c'est des podcasts documentaires, donc c'est vraiment des podcasts immersifs dans lesquels on donne la parole à plein de personnes différentes dans le lieu. On immerge aussi par des... Quelle durée ? Il faut entre 40 et 50 minutes. Une petite heure, un petit peu moins. Voilà. On y est, il faut les écouter, c'est hyper bien fait. Et alors ? Les filles, moi je les ai écoutées, tous les épisodes, et c'est captivant parce que tu as vraiment l'impression d'être dans le lieu, quoi. Et justement, ça tombe bien que tu prennes la parole parce que ces podcasts sont à retrouver sur la plateforme de Maker Faire. Bien évidemment. Avec ceux que tu as aussi réalisés sur tous les lieux qu'on évoquera et les initiatives un peu plus tard. Mais effectivement, ils y sont, ils sont dispo. Et le binôme Déborah-Anaïs, c'est Anaïs, hein, c'est bien ça. Hein. Et c'est vraiment, elles y mettent du cœur. Et allez écouter ça, c'est très très réussi.
Est-ce qu'il y a d'autres tiers-lieux ou autres lieux justement qui vont être bientôt en podcast qu'on va pouvoir retrouver? Eh bien, le dernier, c'est l'Ermitage, justement. C'était Incroyable. le 5e de la première saison, puisqu'on a lancé notre saison le 28 septembre et on termine la première saison le 7 décembre avec un dernier lieu qu'on a tourné il y a 2 semaines dans les Cévennes, qui n'est pas un tiers-lieu maker. Il faut savoir que nous, on a envie d'aller voir aussi bien les lieux qui sont des makers, donc avec des Fab Labs, que des lieux culturels, que des lieux nourriciers qui sont plus sur l'agriculture. Et c'est très important aussi pour nous d'avoir une démarche géographique qui soit très diverse, donc dans les villes, dans les campagnes et dans les banlieues. Et voilà, c'est ce que La périodicité? Et c'est une fois toutes les 2 semaines. Une fois toutes les 2 semaines, Voilà. donc à retrouver très rapidement. C'est Ça dispo s'appelle partout, hein, sur tous Tas de les supports, Beaulieu. sur toutes les plateformes. Voilà, c'est sur toutes les disponible, tu plateformes Deezer, Spotify, pour ne pas les citer. Et aussi, Et la Maker Faire Paris. Et le Bien Maker sûr. Faire Paris. Bah, quand même, Et vous pouvez nous l'essentiel. retrouver sur nos réseaux sociaux, Instagram, etc. On essaye de faire un journal de bord pour Et le raconter nom est très l'histoire. bien choisi. D'ailleurs, Fabrice voulait te le dire. Tas de Beaulieu. Eh oui, c'est magnifique. Et c'est sur ces belles paroles, en tout cas, que je vais peut-être se séparer avec un dernier petit mot, peut-être. Oui, c'était pour annoncer, en fait, le 29 janvier, on accueille la Mini Maker Faire. Donc, il y a un gros appel aux makers, s'ils nous regardent. L'appel aux makers est sur le site du Carrefour numérique. Donc, une petite vingtaine de makers à venir auprès du Fab Lab pour présenter leurs projets en toute convivialité. Top. Donc, petite annonce. Eh ben voilà, je pense qu'à mon avis, tout est dit. Et je vais, en tout cas, sur ces paroles, vous remercier et vous laisser regagner les coulisses, tandis qu'on va accueillir Merci. nos autres invités. Merci Merci. encore à tous d'avoir été nos invités. On vous rappelle que nous sommes donc en direct de la Cité des Sciences et de l'Industrie Ouais. à Paris pour cette 7e édition numérique de la Maker Faire Paris. 7e édition, une édition qui est donc en ligne cette année. Mais peu importe, encore une fois, parce que vous voyez, On se régale. en ligne ou pas, nous on découvre des gens passionnés, Bah passionnants, on Et retrouve tiens. des choses incroyables. Et Et puis plein de commentaires également hein, sur plein Internet. de commentaires. Il y a beaucoup de monde. On va saluer Marie. On va saluer un de nos internautes qui a un pseudo écrit soit en japonais, soit en coréen, donc je ne peux pas te le traduire. On va saluer aussi Cécile, qui est sur les ateliers, qui est la maîtresse de cérémonie des ateliers sur la chaîne Atelier. Au carrefour du numérique, justement. Au carrefour du numérique, donc ici à la Cité des Sciences. Et Cécile est avec Rémi qui va vous proposer de réaliser une lampe nomade. C'est l'atelier qui démarre à l'instant, au moment où tes invités viennent de te rejoindre sur le plateau. Tout le monde est oui, bien ça installé. va. Non, j'étais en train de faire le petit tour de table. tout le pour monde voir. Oui, non, parce que on m'a changé les places des tabourets, etc. Alors moi, du coup, je suis perdu dans mes fiches, bah si non. tu veux. Oh, Est-ce- mais t'inquiète pas. Moi, Est-ce que tu as bien Quentin à côté mais de ouais, toi? non, mais t'inquiète pas, moi Ah je oui. suis tout terrain, il n'y a aucun problème. On continue donc de vous parler dans cette émission Maker près de chez vous, eh bien des solutions qui existent juste à côté de chez vous, comme son nom l'indique, puisque parfois on se dit oui, mais il faut faire le déplacement sur Paris, sur Lille, sur Toulouse, sur une grosse métropole pour faire des choses, etc. Eh bien non, comme vous avez pu l'entendre avec France Tiers-Lieux, il existe près de 2500 lieux qui sont à votre disposition pour pouvoir faire juste à côté de chez vous. Et on va continuer justement avec de nouveaux invités, à commencer par Quentin qui est à mes côtés. Bonjour Quentin. Bonjour. N'oubliez pas encore une fois, parlez bien près du micro et limite faites-le toucher le masque. Quentin, tu es donc de Fab City Paris, c'est bien ça? Exactement. Donc du côté de Lille, hein, c'est bien ça. Non. Fab City Paris, donc juste ici à 2 pas. Est-ce que tu peux nous présenter ton lieu pour qu'on puisse avoir une petite idée de qui tu es et ce que tu représentes? Alors, Fab City Grand Paris, on ne représente pas vraiment un lieu. On est Mhm. plutôt une communauté de lieux qui s'inscrivent dans la démarche de la Fab City. Donc la Fab City, c'est un peu repenser la ville pour essayer de réutiliser nos déchets plutôt que de les exporter, faire un peu de l'économie circulaire autour de la matière, et pas uniquement de la matière, mais aussi de l'alimentaire, toutes ces choses. Et dans des lieux physiques, comme certains que je vois ici, les transformer pour consommer localement et à partir de ressources locales. Alors ça se concrétise comment en fait au niveau de vos activités? Alors nous, on a pas mal d'activités un peu de recherche parce que voilà, c'est un idéal, cette Fab City. On n'y est pas encore, on est même plutôt loin. Et du coup, on est sur pas mal de programmes de recherche, que ce soit des programmes de recherche européens. Donc, on en a autour de revaloriser les déchets issus des salons événementiels. Donc, comment on peut les récupérer, les quantifier, les retransformer et les réintégrer du coup dans la ville, mais voilà, en étant utile.
Énorme travail à faire au niveau de la collecte et du réemploi des déchets sur notamment Paris, la région parisienne. On a pu voir les chiffres faussés en plus. On a pu voir un reportage notamment d'Élise Lucet il y a quelques jours qui est passé sur France 2. À peine 16% des déchets qui sont créés sur la région parisienne qui sont véritablement recyclés. Catastrophique ce chiffre-là. Grande question. Non, bah effectivement. Non, ce mais chiffre... dans le sens où il y a beaucoup de choses à faire. Tout est encore à faire en matière de réemploi, de recyclage d'une manière générale. J'ai envie de dire, là, on est dans. Il faut qu'on fasse là. Il faut qu'on se bouge, quoi. Bah, je pense que voilà, je connais pas vraiment, je ne sais pas vraiment qualifier ce chiffre-là, mais une chose est claire, c'est qu'il y a un grand travail à faire et il y a une grande marge de progression. Et quand bien même ce serait ne serait-ce que 20, 30 ou 40%, ça veut dire que contrairement, ça veut dire que 60, 70 ou 80% de nos déchets ne le sont pas, donc il y a encore une marge de progression énorme. Question sur le chat de Jeff pour Quentin, notre invité. Comment on fait pour rejoindre Fab City ? Alors Fab City Grand Paris, c'est une association, donc il y a des adhésions en ligne. Le mieux, c'est de se rendre sur le site fabcity.paris. Grande idée et là-dessus, il y a un formulaire d'adhésion. Et puis après, c'est une association avec le fonctionnement traditionnel des assemblées générales où on partage ce qui a été fait. Voilà. Et est-ce qu'il y a eu des projets qui ont été faits justement parce que ça fait quand même quelques années maintenant que vous existez et donc qu'est-ce qu'il y a eu comme réalisation ces dernières années ? Je pense peut-être le projet, en tout cas ça a été lancé en 2018 au sein d'un projet qui avait lieu dans le parc de la Villette, qui était le Fab City Summit, où justement on a essayé de présenter les actions des différentes filières, que ce soit le bois, parce qu'en fait on s'intéresse à la matière mais pas uniquement, donc il y a le bois, le métal, le plastique, ces choses-là, mais aussi l'alimentation, comment on essaie de faire pousser en ville, transformer en ville, consommer en ville. Voilà. Bon, et, du coup, évidemment, on sait que c'est pas forcément que Paris intramuros, mais c'est la ville au sens large, d'où le nom Fab City Grand Paris. Eh ben, on va rester justement dans le Grand Paris, à Paris plus exactement, et même à la Villette, puisqu'on va partir direction Villette Makers avec Samuel qui est également à nos côtés. Bonjour Samuel. Bonjour. Comment ça va ? Très bien, ravi d'être ici. Comment pourrait-on définir également le concept de Villette Makers ? La Villette Makers, c'est un lieu qui se trouve à peu près 100 mètres d'ici, au cœur du parc de la Villette. C'est l'un des bâtiments rouges iconiques du parc de la Villette, qu'on appelle les Folies. On est là-bas depuis 5 ans et c'est un établissement qui est ouvert 7 jours sur 7. La semaine pour les entrepreneurs de la création et les entreprises qui veulent se transformer, et le week-end pour le grand public, les familles et les enfants à partir de 7 ans. Et alors, qu'est-ce qu'on peut y faire concrètement là-bas ? Qu'est-ce qu'on ne peut pas y faire ? Je ne sais pas. On peut à peu près tout y faire. Le principe, si vous voulez, c'est les makers et les entrepreneurs du fer qui sont le cœur de notre communauté. Ça fait une 60aine de personnes. Et donc, on les accompagne dans le développement de leur entreprise, de leur modèle économique, pour les aider à produire, à prototyper et aussi à trouver des débouchés commerciaux pour pouvoir se développer économiquement. Et donc, leur pouvoir créatif, on va le diriger dans 2 directions. La première, auprès des entreprises et des collectivités territoriales, pour aider tous les autres acteurs du territoire à se transformer, à adopter l'esprit maker, à faire l'économie circulaire. Et de l'autre côté, on fait une traduction de toute leur créativité dans des contenus pédagogiques gratuits, en éducation populaire, qui sont proposés tous les week-ends auprès du grand public. Alors ça, c'est sur la partie théorie, entre guillemets. Quelles ont été les réalisations, les projets que vous avez pu mener là, justement, ces derniers temps, ou peut-être ceux dont vous êtes particulièrement fiers ? Bon, alors, il y en a beaucoup. Donc là, je vous ai amené juste ici un petit objet que vous voyez là, comme ça, qui est ce que l'atelier d'aujourd'hui. C'est un robot éviteur d'obstacles. Bon, alors, c'est un peu d'Arduino, un peu de laser. Et donc voilà, c'est un atelier que vous pourrez faire aujourd'hui. Et donc, le week-end, on a à peu près... Tous les week-ends, c'est un atelier différent. Donc, on a une bibliothèque de contenus originaux qui fait à peu près entre 60 et 80 contenus originaux qui ont été développés par des makers en résidence. D'ailleurs, j'invite tous les makers. On fait chaque année un appel à résidence. Cette année, avec le Covid, on ne le fait pas à un moment particulier. Mais s'il y a des makers qui veulent faire une résidence chez nous, profiter de nos infrastructures, être accompagnés pour faire leur projet, et en contrepartie de quoi ils doivent produire un contenu pédagogique qui reste en libre accès et en commun, ils sont bienvenus pour nous contacter sur hello@villetmakers.com. Donc ça, c'est un premier projet. Après, on fait beaucoup de choses autour de la formation professionnelle, notamment autour du design et de l'économie circulaire.
Et donc là, si ça vous intéresse également, ce sont des formations longues qui sont prises en charge par Pôle emploi, qui font 3 mois à plein temps. Et donc, il y a une première promotion autour des designers de l'économie circulaire qui démarre en janvier. Donc, vous pouvez postuler à partir de maintenant. Et une deuxième qui est autour des valoristes des ressources de la ville, donc pour apprendre à devenir guide composteur, déconstruction sélective du bâtiment, ambassadeur du tri, et également réparation et vente d'objets de seconde main, qui commence à partir d'avril. Voilà. Après, je peux vous en citer plein, mais par exemple, on a fait un autre projet cette année où on a repris l'ensemble de toutes les machines de presse-choses plastique qu'on a reconstruit et on a créé tous les contenus pédagogiques qui vont avec une exposition itinérante et qui aujourd'hui est animée par TerraVox et qui va dans tous les quartiers en région parisienne pour faire de la sensibilisation autour du tri, orienté vers les nouveaux métiers du fer et l'économie circulaire, avec toujours une approche pédagogique par le fer. Pour vous retrouver, site internet peut-être villettemakers.com. Et ben voilà, tout simplement Villette Makers. Si vous êtes dans le secteur, en tout cas Paris 19e, n'hésitez pas à aller vous renseigner pour voir un petit peu ce qui s'y passe. On va quitter enfin, j'ai envie de dire un peu, la région parisienne pour... oui, si, messieurs, dames. Il se passe d'autres choses en dehors de Paris. On va prendre la direction de Poitiers avec Anaïs et Anne-Claire. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, qui est Anaïs, qui est Anne-Claire, que je ne dise pas de bêtises? Je suis Anaïs. Anaïs et Anne-Claire. Enchantée. Vous êtes donc de la fabrique CK de Poitiers. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu votre lieu, si quelqu'un se sent de se lancer? Allez. Allons-y. Donc nous, effectivement, on est un Fab Lab qui est localisé sur le campus universitaire de Poitiers. On est une association indépendante, mais hébergée sur ce campus qui nous tenait à cœur, puisqu'on était étudiante sur ce campus et qu'on connaissait très bien l'environnement. Et c'est un projet qui est né ici à la Maker Faire en 2019. Où on a vraiment rencontré toute cette effervescence, toutes ces choses. Vous êtes venue en tant que visiteuse à la Maker Faire Paris en 2019. Et ça a créé un tel impact, un tel électrochoc que vous avez dit qu'il faut absolument qu'on fasse un truc comme ça. Faut absolument pas visiteuse. Ouais, on avait un stand. Même vous plus aviez que même ça, un stand, ouais. exactement. On avait un stand et je dirais que c'est vraiment ce qui a déclenché ce qu'on est arrivé ici avec un doute. Et quand on arrive à la Maker Faire avec un doute sur la puissance que peuvent avoir ce genre de modèles, on est très vite convaincu. Et on a vécu l'expérience en tant que c'est ça, animatrice de stand. Et quand on est rentré, on était sûr de nous, la décision était prise et il fallait qu'on ouvre notre Fab Lab à Poitiers. Alors, particularité de ce Fab Lab, déjà vous êtes dans un campus universitaire, est-ce que ça veut dire que c'est ouvert à tous ou on va dire majoritairement dédié aux étudiants? C'est vraiment ouvert à tous et c'était vraiment un choix que... Alors c'est ouvert à tous, mais du coup avec une accessibilité du coup beaucoup plus privilégiée, on va dire, pour les étudiants, parce qu'ils sont juste à côté, quoi. C'est ça. Alors c'était vraiment le but qu'on s'est fixé, puisqu'on savait que c'était difficile en tant qu'étudiante de se mouvoir, des fois, d'avoir les bus, etc. Donc effectivement, privilégié pour les étudiants, mais vraiment aussi pour le grand public, les artisans, vraiment tout le monde. On est vraiment fermé à personne et c'est ce qui fait la mixité des projets, vraiment ce que l'on souhaite développer. Hein. C'est vraiment faire du partage, que ce soit générationnel, disciplinaire, voilà. Alors Anne-Claire, avec Anaïs, vous êtes toutes les deux des femmes dans un univers qui est encore, on va dire, à connotation un petit peu masculine. Déjà, est-ce qu'il y a un impact particulier et est-ce que, du coup, est-ce qu'il y a également une vocation à essayer de rendre votre lieu peut-être encore plus inclusif, plus ouvert, plus mixte ? Alors, il y a une vocation, oui, parce qu'effectivement, on a fondé ce lieu entre femmes. On est 3 cofondatrices. Il y a Marine qui vous accueille sur notre espace, d'ailleurs en ligne tout l'après-midi. Donc, c'est pour ça qu'elle n'est pas avec nous ici sur le plateau. Mais oui, il y a une vocation à montrer qu'effectivement, même les femmes peuvent ouvrir ce genre de lieu. Même les femmes peuvent fabriquer, peuvent avoir des idées, réaliser des projets. Et bien sûr, c'est quelque chose auquel nous, on est sensibles, mais sans pour autant l'avoir calculé au début. Mais aujourd'hui, on voit l'impact que ça a et surtout, on voit l'inspiration que ça peut donner à des personnes, et notamment des étudiantes, de se rendre compte que tout simplement, tout est possible et que la seule limite, c'est elle-même, en fait. Est-ce que le fait, c'est une question qui est vraiment très intéressante, vraiment, qui, moi, me touche beaucoup. Est-ce que le fait que vous soyez des femmes à la tête d'un Fab Lab, est-ce que vous ressentez, au travers du partage d'expérience, que du coup, vous facilitez l'accès de ce lieu aux femmes? C'est-à-dire qu'en gros, est-ce que vous avez l'impression que vous avez plus de femmes dans votre lieu que peut-être il y en aurait éventuellement ailleurs? Est-ce que vous avez eu l'occasion de faire des partages d'expériences comme ça auprès de d'autres Fab Managers ou autres Alors non, on n'a pas eu l'occasion de faire de comparaison. Moi, mais votre ressenti peut-être à votre échelle? Pas forcément.
Mais voilà, encore une fois, c'est difficile de comparer. C'est vrai que nous, on est ouvert à tout le monde, hein. Donc, effectivement, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des retraités, il y a des jeunes, hein, même. On a un petit de 10 ans qui vient faire de la modélisation 3D et ça nous plaît énormément. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de plus de succès chez vous en matière soit d'atelier, soit de projet qu'est-ce qui cartonne et qui rencontre toujours un vif succès? Alors, la fabrique, c'est un Fab Lab qui est tout neuf parce que du coup, on a ouvert nos portes en janvier de cette année 2021 là. Donc, on accueille du public depuis quelques mois maintenant et on commence à avoir des tendances, effectivement. Mais je dirais que pour l'instant, ce qui plaît le plus, c'est pas du tout ce qu'on propose ou ce qu'on met à disposition, c'est surtout l'ambiance en fait qu'on a réussi à créer à l'intérieur. On est très porté en fait sur tout l'aspect de l'intelligence collective et du pair à pair. Et je pense que c'est vraiment cette transversalité qu'on arrive à mettre en place et qui notamment interpelle énormément l'université. Et je pense que c'est ce qui attire le plus à nous pour l'instant, c'est cette curiosité de se rendre compte que tout le monde a quelque chose à apprendre à quelqu'un et à apprendre de quelqu'un. Il y a bien quelqu'un qui a quelque chose à nous apprendre, c'est Miguel, bonjour. Ouais, et je confirme, je suis allé vérifier ce que disaient les filles, parce que la preuve par l'exemple, le stand est bien ouvert hein, dans l'onglet exposant, et on vous y attend, votre collègue attend toutes celles et tous ceux qui veulent découvrir la fabrique. Donc vous tapez dans le petit moteur de recherche une fois que vous êtes parmi tous les exposants, parce qu'il y en a 200, donc c'est pas toujours évident de s'y retrouver. Vous tapez fabrique et hop, vous irez directement pouvoir converser, échanger avec les membres de la fabrique. Petite précision, ils n'ont pas réussi à faire de la barbe à papa à l'atelier. On n'est pas très content, ouais. Mais apparemment c'était très drôle. Et surtout, pour celles et ceux qui seraient vraiment très intéressés, il y a une boutique qui vend de la barbe à papa dans la cité. Voilà. Ah ouais. C'est le lot de consolation. Merci beaucoup Miguel, on te retrouvera tout à l'heure. Merci en tout cas à vous deux d'être venus et puis on souhaite longue vie à votre projet. Notre dernière invitée autour de ce plateau, c'est Mathilde qui anime la rubrique Initiative locale dans le magazine qui s'appelle Système D. Bonjour Mathilde. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux déjà peut-être nous présenter ce qu'est Système D dans un premier temps pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore? Avec plaisir. J'en ai amené d'ailleurs quelques exemplaires si on peut les montrer. Bien sûr. En fait, Système D, c'est un magazine culte du bricolage et qui existe depuis 1902. Donc, c'est vraiment un classique français du bricolage qui est distribué partout en France. Je crois qu'il y a 100 000 lecteurs environ chaque mois. Donc, on est quand même sur un magazine qui est à l'origine vraiment adressé à tous ceux qui aiment le bricolage. Et en fait, depuis février, il y a une refonte du magazine avec une nouvelle rubrique. Je vais arrêter de bouger dans tous les sens. Oui, attendez. pas de souci. Ouais. Il y avait donc une nouvelle rubrique qui a été lancée en février, qui est la rubrique Maker du magazine, Continue. qui en fait met vraiment en lumière à la fois des lieux, donc des Fab Labs, des espaces vraiment du faire, mais partout en France. L'idée, c'est d'être vraiment un espèce de mise en avant de l'incroyable diversité de ce mouvement, de tous les nouveaux lieux qui ouvrent, tous les lieux qu'on découvre aujourd'hui. La fabrique, par exemple, typiquement, c'est des lieux qui trouvent totalement leur place dans le magazine, avec l'idée justement d'inciter des bricoleurs, des gens qui aiment créer, qui ne sont pas encore totalement familiers avec ce concept de Fab Lab, qui reste encore assez neuf, de les inciter à pousser la porte. Donc c'est vraiment des mises en lumière. Et puis il y a la rubrique contient aussi des mises en avant de projets makers, donc vraiment de tous ordres. Pour encore une fois donner envie, amener aussi des tutos, vraiment faire un point d'étape. J'ai envie de dire, c'est un magazine qui a pratiquement dû se réinventer ces dernières années au regard de la transformation du mouvement des makers, etc. Parce que c'était quelque chose qui, je voudrais peut-être pas galvauder, mais j'ai l'impression que c'était quelque chose qui était relativement confidentiel et qui est en train de complètement prendre une dimension stratosphérique, là, ces 10-15 dernières années. Complètement, en fait, tout ce mouvement maker, cette nouvelle façon finalement de bricoler, un peu 2.0, enfin il y a plein de façons de le décrire, mais cette idée de bricoler, mais plus seulement en étant chez soi, avec ses propres équipements, mais surtout d'aller partager, de se rencontrer justement dans des événements comme Maker Faire, en ligne, de partager des tutos, enfin toutes ces nouvelles pratiques finalement du bricolage, donc qu'on met souvent sous le terme ombrelle de maker, finalement c'est vraiment la continuité de pratiques ancestrales que beaucoup de Français ont, et qui vont se retrouver et qui vont justement s'adapter. Donc le magazine est en plein,
Système D, vraiment, c'est pour la première fois en France qu'il y a vraiment un magazine comme ça qui devient, qui se fait le porte-parole, partage ses initiatives makers, et ça peut vraiment avoir un impact d'encore plus encourager ce mouvement à devenir une réalité partout en France. Et dans ton rôle à l'intérieur de ce magazine Système D, est-ce que tu as pu voir justement avec ton recul, ton expérience, des tendances ou des choses justement qui sortaient un petit peu de tout ça? Quelle est ton analyse par rapport au mouvement des makers? Est-ce que, je sais pas, tu as un ressenti particulier à partager avec nous au regard de ces 10 dernières années par exemple? Alors oui, complètement. Typiquement, je pense que ce qui se passe là, c'est qu'on est passé d'un mouvement où il y avait seulement quelques lieux qui étaient facilement identifiables à une immense diversité. Un énorme phénomène, quoi. Phénomène qui vraiment prend de l'ampleur et avec plein de lieux qui ouvrent de mois en mois. Et ça, c'est assez génial. Donc, qu'on habite dans une grande ville, petite ville ou en campagne, partout, en fait, on va pouvoir avoir à côté de chez soi un lieu où on va pouvoir se rencontrer, entre autres bricoleurs, créateurs, makers. Donc ça, c'est un point qui est assez fort. Et puis, il y a aussi toute une partie sur, et c'est ce que font Fab City, Villette Makers, toutes ces notions d'économie circulaire, de repenser la production de demain. Ça aussi, on est en plein dans des vrais phénomènes de société et le mouvement maker l'accompagne. Et c'est des choses qu'on aborde aussi dans le magazine. Magnifique. En tout cas, merci à tous d'avoir été nos invités. Juste un très rapide tour de table pour rappeler vos sites internet pour vous retrouver. Quentin, Fab City Paris. Ouais, Fab City. Avec un micro, c'est encore mieux. Ouais, on apprend vite. Fabcity.paris. Tout simplement. On a également Samuel qui était de Villette Makers, le site internet. Et vous nous retrouvez sur villettemakers, makerz.com. Avec Anaïs et Anne-Claire qui vont se battre pour nous rappeler le site pour retrouver la fabrique de Poitiers. Qui veut se dévouer? Alors, allez, allons-y. On est surtout présent sur Facebook et Instagram. Donc, la Fabrique Poitiers, Fabrique Fabrick. Voilà, Fabrique CK à la fin de Poitiers pour retrouver toutes ces actualités. Système D, j'imagine, essentiellement chez tous les bons marchands de journaux. Tous les bons marchands de journaux, exactement. Et en ligne aussi, vous avez aussi également. un site? Également, ouais. Gros site dédié, qui parle maker, bricolage, systemd.fr, je crois. Merci à tous d'avoir été nos invités. C'est absolument génial. Et voilà, j'espère au travers de cette émission que maintenant, vous allez avoir tout ce qu'il vous faut en matière d'information pour pouvoir faire juste à côté de chez vous. Vous ne bougez pas. On va se retrouver dans une toute petite poignée de secondes, les amis, avec notamment Marie qui va vous parler makers à la maison. Vous allez voir que le monde des makers va venir tout simplement bousculer votre quotidien. Rassurez-vous, c'est pour du plus, pour des initiatives positives, pour vous l'améliorer et vous le faciliter. Et puis on va se retrouver dans la foulée également avec plein d'autres invités pour vous parler notamment des makers de demain, des personnes qui vont justement essayer de réinventer un petit peu la vie, et vous allez voir qu'il y a des choses absolument passionnantes. Et puis tranquillement mais sûrement, on va tout simplement devenir tous makers. Même Miguel, vous allez voir, il va s'y mettre lui aussi. Bien sûr. Incroyable. Tu fais pas si bien dire, parce qu'on parlait du magazine Système D, mais moi je suis un peu devenu maker enfant avec Pif Gadget. Mais quand dans un j'étais certain gamin. sens. Non mais franchement. Bref, Tu on rigoles. en parlera plus mais non, tard. mais si, je suis totalement d'accord avec toi, et je plus sois, nous sommes la génération Pif Gadget, alors c'est très bien. Et puis on va vous faire également un tour du monde aussi de tous les makers qui sont véritablement influents et tous ceux qui ont véritablement révolutionné cet univers des makers qu'on essaie de vous faire vivre ici en direct de la Cité des Sciences et de l'Industrie pour cette 7e édition de la Maker Faire Paris, présentée par Laura Merlin. Merci beaucoup et à tout de suite.